Première question. Pourquoi vous avez créé un parti du plaisir? Voilà. J'ai créé le Parti du plaisir en 2002 qui s'entendait à défendre la notion de plaisir, de bien-être dans la société. Parce qu'elle est trop souvent mise de côté. Disons que mon projet était de créer des mesures qui sont favorables à la qualité de bien-être, enfin à la qualité de vie du citoyen. Voilà. Donc elle est applicable dans tous les domaines, hein, aussi bien alimentaire, environnemental, sociétal, enfin dans tous les domaines, au niveau du logement, etc. Le but du parti des plaisirs, c'est quoi? En fait, c'est remettre l'homme au centre de la politique. Quand je dis l'homme, c'est son bien-être. Ne pas faire de l'homme qu'un produit de consommation, mais se soucier également de ses attentes, de ses besoins, de son épanouissement dans la société. Donc là, ça passe par plein de mesures, comme le Parti du plaisir, et il prône donc la qualité de vie, le bien-être, mais également il est contre les injustices, donc contre l'égalité des sexes, pour l'égalité des sexes. Il prône une société donc tolérante, de bien-être, et c'est très vaste. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour améliorer votre politique, c'est-à-dire améliorer le bien-être que vous avez Oui, alors comme je disais, le bien-être il est présent à tous les niveaux de la vie quotidienne. On peut le trouver au niveau alimentaire, donc là ça va par la lutte contre la malbouffe. Donc pour lutter contre la malbouffe, donc un bien-être alimentaire, ça serait détaxer les produits bio, les rendre accessibles à tous les citoyens. Donc ça c'est pour la qualité alimentaire. Après bien sûr lutter contre les produits endocriniens, enfin, etc. Bon, après pour la qualité au niveau du logement, bon moi c'est vrai que comme le Parti du plaisir prône contre les injustices, donc je voulais instaurer des bungalows pour SDF et personnes en difficulté dans toutes les communes, parce que ça existe déjà mais ce n'est pas généralisé. Ici nous avons aussi un seuil de pauvreté de plus en plus bas, voilà. Donc après la qualité de vie elle est, comme je vous le dis, aussi au niveau environnemental, lutter à tous les niveaux, aussi au niveau du bien-être animal. C'est très vaste que vous me posez des questions parce que là je ne l'ai pas fait. Quelle est la plus grande différence entre le parti des politiques et d'autres partis? Pardon, entre les traditionnels? Qu'est-ce que vous pensez la grande différence de votre parti entre plusieurs partis traditionnels? En fait, je pense que les partis traditionnels que nous connaissons, la gauche, enfin le Parti socialiste, la droite, enfin il y en a d'autres, voilà, ne se préoccupent pas assez du bien-être du citoyen. Voilà, ils font des mesures, des principales mesures, mais leur principal souci n'est pas créer des mesures en fonction du bien-être du citoyen. Contrairement au Parti du plaisir qui lui va plutôt réfléchir sur pour que le citoyen puisse s'épanouir pleinement dans la société, il faudrait instaurer telle mesure ou telle mesure. Voilà. Donc c'est plus prendre en compte les revendications également, et moi je suis également pour instaurer beaucoup plus de référendums, demander donc
la vie sur des questions essentielles, la vie du peuple sur des questions essentielles, hein, l'impliquer dans la vie politique. Hein. Donc je suis pour une démocratie participative. Quelle est la priorité du parti des présidents? La priorité, On se fait un petit truc d'ordi, moi je envoie des tunnels où je leur montre des gens. la priorité c'est la qualité de vie. Oui, C'est l'environnement, c'est la défense, également instaurer des mesures pour le bien-être animal, combattre les injustices, hein, toutes les injustices, et instaurer plus de tolérance et de liberté. Et également lutter contre la corruption, les abus du système au niveau des institutions, les abus de pouvoir, etc. de nos politiques. vous avez été arrêté par la police cette année. Qu'est-ce que vous avez fait et c'est pourquoi? En fait, j'ai mené une action, opération coup de poing, donc un happening, pour dénoncer la corruption des hommes politiques, hein, et proposer donc des mesures pour y remédier. Il s'avère qu'il y a eu des directives, je ne sais pas si ça venait de l'Assemblée nationale, puisque l'action se faisait devant l'Assemblée nationale. Il y a eu des directives qui ont été données, de là est arrivé 30 CRS qui, soi-disant, m'aurait confondu à une fémène. Donc voilà, j'ai été arrêtée, relâchée en soirée, classée sans suite par le magistrat. Après vérification. Vous avez fait ça pourquoi? Alors je voulais... On commande la boisson. Qu'est-ce que vous avez? un café, s'il vous plaît. Des gens que je connais, Un café, comme oui. Audrey et les deux Manon, je les adore. En fait, je voulais dénoncer le système tel qu'il était, et je proposais, donc c'était une opération vraiment sur la corruption, puisque en France il y a eu des histoires de corruption, etc., des hommes politiques, hein, des détournements de fonds publics, hein. Donc moi je proposais donc des mesures qui sont similaires au système nordique, hein, de transparence complète, hein. Divulgation des comptes bancaires consultables par tous les citoyens. Donc moi je militais vraiment pour la transparence, hein. Limitation du nombre de mandats à 2, pointage à l'Assemblée, chaque élu payé en fonction de ses heures passées. Enfin, j'avais beaucoup de mesures par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez à la pénalisation de la prostitution? Disons que le Parti du Plaisir milite pour une société libre et libérée aussi, hein, donc la libération des mœurs, ça va avec, hein. Et je pense qu'une société ne peut pas s'épanouir uniquement si on lui inflige des contraintes, des pénalisations, etc. Donc moi je suis... la prostitution a toujours existé, hein, depuis la nuit des temps. Je pense que s'il y a... c'est une question d'offre et de demande, donc je pense qu'il y a une demande, donc je pense qu'il faut donner un statut aux prostituées. Il faut abroger la loi sur la pénalisation des clients et légaliser tout simplement la prostitution, parce que ça existera toujours. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui se développent sur Internet également. On peut pas en venir à bout de ça, donc autant légaliser, et je pense qu'il faut abroger donc la pénalisation sur les clients. Pourquoi vous êtes pour la dépénalisation de la prostitution? Dépénalisation des clients, donc parce que je pense qu'une personne qui est frustrée, qui ne peut pas assouvir ses besoins personnels, parce que avant tout, un homme reste un homme, un humain est un homme avant tout. Bon voilà, je pense que une personne qui ne peut pas s'épanouir pleinement ne peut pas être performant dans la société. On n'est pas là pour construire une société de frustrés, de pervers. On est là pour construire une société qui est juste, qui est à l'écoute des citoyens. Et puisqu'il y a une demande, et ben répondons à cette demande, tout simplement.
vous vous solidarisez avec les travailleurs sexuels prostitués? Non, enfin, je pense qu'il y a une demande. Voilà, aujourd'hui il y a une demande, il y a une misère sexuelle en France, comme il y a une misère sexuelle dans d'autres pays. Je pense qu'une société ne peut pas fonctionner harmonieusement si elle est constituée que de gens qui sont frustrés. Donc, pour éviter cette frustration, permettons aux citoyens qui le demandent de pouvoir accéder sans être pénalisés à la prostitution. Voilà, et ça va dans le sens justement de créer une société plus tolérante. Si vous deveniez la présidente de la République, qu'est-ce qui changerait? Alors d'abord je créerai une présidence collégiale, c'est-à-dire constituée d'une présidence collégiale. Voilà, constituée de plusieurs dirigeants, représentant plusieurs couleurs politiques, plusieurs pensées, couleurs politiques. Après, je mettrai en place des mesures pour la qualité de vie, des mesures, bien sûr, que ce soit également au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau à tous les domaines. Voilà. J'essaierai de créer une justice plus juste, tolérante, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement, du citoyen qui la compose. Et à l'écoute surtout en organisant beaucoup de référendums, vraiment, sur des questions essentielles qui sont chères aux citoyens français. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des LGBT en France? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de la situation des LGBT en France? J'ai pas compris. LGBT, les gays, LGBT, bisexuels, les transsexuels. LGBT, c'est un synonyme de... Oui, voilà, oui. Mais la situation, mais je ne connais pas trop la situation de LGBT. Comment vous pensez les gens réagissent en concernant le Vous parlez LGBT, de la communauté gay? Gay ou peut-être le mouvement en global. Mouvement global de LGBT pour la France, en France. J'avoue que la communauté gay, ok, mais LGBT, je ne sais pas ce qu'ils revendiquent exactement. Donc par exemple, celui de parade, gay parade, qui a été lié la parade, récemment. oui, d'accord, ok. LGBT. Bon, ça rejoint un petit peu. En fait, c'est la communauté gay, en fait. Oui, bon, ils réclament des droits équivalents aux hétérosexuels. Bon, c'est également, je crois, sur le droit à l'adoption. Déjà, la France, elle a fait un pas sur le mariage pour tous, dont j'étais favorable. Bon, maintenant, après, le problème de l'adoption, c'est vraiment du cas par cas. Je prends une société tolérance, mais je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut donner certaines choses, mais il faut quand même réfléchir sur certaines mesures. Qu'est-ce que vous pensez au votre résultat de l'élection législative de cette année? Mes résultats? Oui, votre résultat. Alors, il faut savoir que j'étais candidate dans la 7e circonscription donc de Paris, qui regroupait 20 candidats. J'ai hélas fait un peu de suffrage, 0,44% des votants.
il s'avère que j'avais un programme, une partie de mon programme pouvait correspondre à la France Insoumise, une partie de mon programme correspondait à un autre mouvement qui est le Parti Animaliste. De là, j'avais une partie qui pouvait correspondre également aux écolos, et puis une autre partie qui pouvait correspondre au mouvement En Marche. Donc du coup, ça fait beaucoup de candidats pour... il faut dire que cette circonscription, alors en fait, le suffrage, enfin l'endroit où on est candidat a une grande importance parce que ici, dans cette circonscription-là, où j'étais candidate, c'est une circonscription qui est à la base socialiste, qui est devenue macroniste. Voilà. Donc déjà, on pouvait s'attendre au résultat. Déjà. Donc j'ai voulu rester ici parce que c'est un quartier populaire, c'est une circonscription populaire et où mon programme pouvait toucher un grand nombre d'électeurs. Il s'avère que beaucoup ont voulu donner la majorité présidentielle à Macron. Donc, de ce fait, les autres petits partis, nous sommes partagés le reste. Il y a eu bien sûr le mouvement Marche qui a pris une grosse partie, puisqu'il n'était pas loin de 45% des voix. Et puis après, il y a le Parti Socialiste, puisque ici, le Parti Socialiste a été implanté pendant de très longues années. Et après, tout le reste, c'était tous les autres partis. Entre les premiers qui ont suivi, c'était les partis traditionnels, plus les petits partis. La question suivante commandée par lui, c'est pourquoi, comment et pourquoi vous avez été nombreuses années un challenger. Pardon? Une challenger. Oui, j'ai pas compris le début. Pourquoi? Ah oui, pourquoi et comment vous avez été nombreuses années, pour longtemps, une challenger de politique, de présenter la... Voilà. Le Parti du Plaisir a donc été créé en 2002. Depuis cette date, je suis candidate à diverses élections en France. Après, en fonction des campagnes électorales, je change d'endroit. Aux législatives, j'ai été à plusieurs fois candidate dans cette circonscription, la 7e de Paris. J'ai été également candidate en dehors de Paris. En dehors de ma candidature, enfin des résultats que je peux obtenir par le biais de ma candidature, le but est de faire passer un message aux citoyens, d'impliquer les citoyens dans la vie politique, parce que l'engagement se fait bien sûr par les législatives, mais se fait également sur le terrain, mais elle se fait aussi à côté des campagnes. À côté, je continue à militer pour différentes causes, et je pense que c'est important parce que d'être là, il ne faut pas rester sur un échec. Aujourd'hui, les petits partis, dont j'en fais partie, ont du mal à communiquer parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire une com convenable par manque de financement. Il faut savoir que les grands partis ont des subventions, des financements, etc. Donc c'est avec le long terme qu'on se fait connaître, c'est avec différents engagements. Donc ça fait 15 ans que je suis là à militer et à continuer à être présente et me dire qu'un jour, voilà, peut-être que ça portera ses fruits, tout simplement. Il ne faut pas rester sur un échec. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez au mouvement féministe? Vous êtes plutôt proche du féminisme? Alors, je ne suis pas... Je défends l'égalité homme-femme. Voilà. Mais je ne suis pas une féministe à 100%. Je suis féministe uniquement pour ce qui est de défendre la femme, défendre les droits de la femme. Voilà. Mais les vrais féministes s'opposent à ce qu'on utilise l'image de la femme, alors que moi, je ne m'oppose pas. Voilà. Donc il y a une petite divergence entre les féministes et moi. Ah, d'accord. Ouais. Alors, vous avez résumé un petit peu de conséquences de résultats de l'élection législative et de présidentielle. Alors que j'essaie de approfondir, à peu près à prolonger cette question-là. Comment vous avez pensé
en conséquence de résultat. Là, qu'est-ce que vous pensez pour améliorer la vote pour vous à la prochaine fois que vous aurez présenté votre candidature? Alors moi, le Parti du plaisir est confronté à plusieurs problèmes. Le premier est bien sûr le financement. Parce que pour être crédibilisé, il faudrait présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Ce qui donnerait un impact médiatique national beaucoup plus important, qui ne soit pas présent que dans une circonscription, mais dans beaucoup de circonscriptions qui recouvrent un petit peu, et également en province, donc sur toute la France. Donc c'est vraiment le financement qui est important. Deuxièmement, il y a un autre petit souci, c'est que plaisir en France, le mot plaisir, puisque ça s'appelle le Parti du plaisir, et a une connotation peut-être un peu trop, peut-être sexuelle envers les gens, envers les citoyens ou envers. Donc, du coup, c'est incompatible. Enfin, on se dit souvent que c'est incompatible avec la politique, alors que non. Pour moi, non, parce que c'est pour moi le plaisir, le bien-être. Enfin, c'est un peu comme une doctrine philosophique. Le plaisir, chaque individu en a besoin pour s'épanouir dans sa vie, et voilà. Et donc, on crée des mesures pour une meilleure qualité de vie en partant du mot plaisir et bien-être, etc. Bon, maintenant, c'est une philosophie, c'est une philosophie hédoniste. Mais voilà, donc disons qu'il y a le nom du parti qui crée parfois un petit souci, et puis il y a le financement surtout, voilà. Ça montre bien combien de financement vous avez besoin. Pour un candidature ou de deux candidatures, vous nécessitez Pardon? Oui, d'accord. Combien de sommes de financement vous avez besoin? Alors, en fait, le financement, ça dépend du nombre de candidats qu'on présente. Il faut savoir que ce qu'on paye, c'est le matériel de propagande. Plus vous avez de candidats, plus vous avez des prix parce que vous faites en nombre. En ce qui concerne... donc, en gros, en faisant... Je pense qu'en présentant assez de candidats pour avoir une crédibilité, il me faut bien 300 400 000 euros. 300 400 000. Alors, en étant modeste, en faisant un matériel de propagande simple. C'est un peu coûteux. Quand même. Oui, mais ça c'est coûteux. À savoir que par exemple, une candidate, donc une candidature, le financement d'une seule candidature, par exemple moi, où j'étais candidate, remonte à 4 300 € de matériel de propagande. Quand je dis matériel de propagande, c'est uniquement l'affiche, le bulletin de vote et le circulaire. Voilà. Donc, vous multipliez ça par le nombre de candidats présents dans chaque circonscription. Voilà, même si après il y a des prix possibles par les imprimeurs, vous obtenez une somme. D'accord. Et vous pensez combien de personnes de candidature sera nécessaire ou possible? Écoutez, normalement il faut faire 1% des suffrages. Il faut au moins que 50 candidats issus du parti et minimum un suffrage de 1% pour avoir des subventions. Ça c'est pour avoir des subventions correspondant au nombre de voix. Après, bon, souvent les partis traditionnels, ils rajoutent également les adhésions. Mais nous, moi, je n'ai jamais vraiment recherché les adhérents. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas ça qui paye toute une campagne. Donc c'est vraiment, je pense, les subventions qui payent. Après, éventuellement, de là se rajoutent également les dons de personnes. Mais bon, elles sont plafonnées. Il y a une loi, une directive au niveau pour les comptes de campagne. Est-ce que vous avez déjà les personnes, la candidature qui semble aussi le bon candidature pour vous là? Alors
beaucoup de personnes, notamment à l'extérieur de Paris, en province, vraiment dans la France entière, qui souhaitaient représenter le Parti du Plaisir dans leur circonscription, donc dans une circonscription de leur commune. Bon, il s'avère que, étant donné que je n'ai pas les fonds nécessaires au financement, je ne pouvais donner suite à ça. Maintenant, dans l'avenir, je projette de présenter plusieurs candidats, mais je me heurte à une question, à savoir, est-ce que ça sera sous le Parti du Plaisir ou est-ce que je crée un autre mouvement différent, tout en faisant exister le Parti du Plaisir pour faire les opérations coup de poing et un autre mouvement présenter les candidats. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas de quelconque de structure de financement, ou alors autrement dit le business, derrière le parti, derrière le parti, votre parti, qui puisse contribuer à votre budget de l'élection? Non, il n'y a pas le business derrière. Excusez-moi, j'ai pas compris, il n'y a pas le... Ma question c'est que, oui, est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas de quelconque structure de financement qui puisse contribuer à votre activité électorale? Alors, il y a plusieurs façons d'avoir les subventions. Bon, moi, j'ai pas eu présenté 50 candidats. Enfin, j'ai pas eu 50 candidats qui ont fait 1%. Je n'ai pas donc de subvention à venir. Maintenant, après, il y a un autre moyen. Bon, mais il faudrait qu'il y ait des milliers d'adhérents qui mettent des dons et des adhésions pour essayer de remplir les caisses afin de présenter un maximum de candidats dans la France entière. Oui, d'accord. L'association par lui. Ou alors des dons. Oui. Alors, quelle est votre activité en dehors de l'activité de l'élection? Moi, je suis dans le domaine artistique, dans la danse notamment. Alors, pour moi, la question qui est suivante, dans les pays occidentaux, européens, oui. Y compris les États-Unis, oui. On connaît déjà que les partis comme la vôtre, la partie de plaisir ou le manifestant un peu de sexe, ça existe déjà en Italie, en Espagne oui. Déjà, mais on ne connaît pas dans la région asiatique. On ne connaît pas très bien. Vous n'avez pas ça chez vous, c'est ça? Hein? Vous n'avez pas ça chez vous? Comment? Vous n'avez pas ce genre de parti? Ce genre de parti, non, en Asie, en Chine, en Corée, non. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez? Vous ne pouvez suggérer la méthode qu'on peut exploiter un peu dans ce domaine pour le plaisir ou le bien-être, comme vous avez mentionné. Ben après, enfin, vous me parlez de la création de partis politiques ou vous me parlez du gouvernement? D'ailleurs, d'abord la politique, la partie politique. Je pense que il faudrait il y a plusieurs façons. Après, oui. Il faudrait que les gens, ils créent, je sais pas, alors, si chez vous on a le droit de manifester. Manifester dans les rues pour quel but? Pour le bien-être, par exemple, pour le plaisir. Oui, c'est plaisir. Hein. Mais ça n'existe pas encore. Les gens ne sont pas encore conscients de manifester là. Alors, à ce niveau-là. Oui. Après, il y a une façon de le faire. Je pense que les gens doivent. Déjà, je pense que pour que les gens puissent accéder au bien-être, il faut que les médias, la presse, fassent circuler des informations dans un premier temps sur la qualité de vie, sur le bien-être, sur le plaisir, pour ouvrir. Déjà, je pense qu'il faut changer l'état d'esprit des gens. L'état d'esprit, voilà. Oui. Il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Après, il faut qu'il y ait des engagements de personnes qui décident de créer quelque chose et d'aller dans cette direction-là, en faisant des actions, des happenings dans la rue,
en manifestant, en s'impliquant dans la vie politique associative, parce que ça a aussi une importance. Quand on ne peut pas s'impliquer dans la vie politique, on peut s'impliquer dans une vie associative, militante. Voilà, maintenant après, de là à ce que ça soit vraiment appliqué au niveau officiel, il n'y a qu'au niveau du gouvernement. Donc après, c'est une politique intérieure, ça dépend de la politique intérieure du Japon. Peut-être que si les gens manifestent leur besoin de changement, s'ils manifestent des mesures en faveur de leur épanouissement, du plaisir, du bien-être, peut-être qu'il y aura une avancée dans ce sens-là, mais il faudra peut-être du temps. Quelle méthode sera beaucoup plus adaptée à cette vision? La méthode, par exemple, publier le livre, publication, ou alors le média moi je pense qu'aujourd'hui, les deux, la presse écrite, mais également les médias, l'audiovisuel, le média, par la télé, par Internet, par les réseaux sociaux, par toutes les plateformes sont bonnes parce que beaucoup de jeunes sont connectés sur Internet, maintenant la télé aussi, tous les supports sont bons, les panneaux publicitaires, tous les supports sont bons. Je pense que dans un premier temps, il faut ouvrir l'esprit aux gens, qu'il y ait une ouverture d'esprit. Voilà. Il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit pour que les choses se fassent dans ce sens-là. D'accord. Combien de supporters pour vous avez combien de supporters dans médias sociaux? Pardon, je comprends social pas. Media. Combien de supporters vous avez oui. aux médias sociaux, social media? Par exemple le Twitter ou combien de vous parlez d'amis, enfin de amis ou de oui, le quasi ami oui, d'accord. Qui supporte? Je dois, alors comme j'ai plusieurs au niveau des réseaux sociaux, je n'ai pas le nombre exact, mais je suis, je sais pas, peut-être 2003-2004 sur Facebook. Oui. Alors après j'en ai un pour moi, j'ai un Twitter, là je sais pas combien je suis, peut-être 400, je sais pas, mais après j'ai également le Parti du Plaisir officiel, donc là je dois en avoir aussi. Après j'ai plusieurs comptes, donc je sais pas. En fait, je n'ai pas cherché à développer, je développe petit par petit, mais je n'ai pas cherché à vraiment avoir des milliers, sachant que Facebook c'est limité à 5000. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. La vision du féminisme en Asie, qu'est-ce que vous pensez là? En Asie ou les pays plus ou moins développés au niveau de féminisme? Qui n'arrive pas à Alors attendre. quel pays par exemple? Par exemple Japon, Asie, la Chine, plutôt la Chine. C'est un gros problème pour le féminisme peut-être. Et puis les pays arabes, l'islam. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous aidez? En fait, votre question, c'est quoi faire pour développer le... Non quoi faire non, c'était oui. quoi? Non, mais j'ai pas compris la question. Oui, c'est vrai que ça pose une question. Il y a quelque chose en vue de vulgariser, en vue de proliférer votre opinion, tel que vous avez exprimé le féminisme ou alors le plaisir de la vie et puis bien-être de la vie. Qu'est-ce que vous voyez dans tel pays, quel obstacle, quelle difficulté peut-être vous confronterez à ce pays? Ou alors vous n'avez pas exactement la vision pour ce pays? Pas du tout là. Après, excusez-moi, j'ai juste pas compris quelle était votre question. Est-ce que c'est des mesures en faveur des femmes? C'est quoi? Oui, la question de féminisme en pays sous-développement. Oui. Oui. En fait, la politique intérieure est sûrement différente. L'égalité homme-femme est différente dans beaucoup de pays. Je pense
Voilà, dans certains pays, il y a encore il y a des inégalités entre les sexes. Hein. Dès qu'il y a des inégalités, il y a de l'injustice, hein, pour moi. Donc je pense qu'il faut briser cette injustice vers une égalité homme-femme, vers les mêmes droits, donc que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Avant tout, hein, avant toute chose, il ne peut pas y avoir d'injustice, enfin d'une justice juste, si on n'a pas réglé ce problème-là. Donc il faut tout faire, aller dans ce sens-là, d'instaurer une égalité. Mais après, ça c'est la politique intérieure qui doit changer. Hein. Par exemple, dans certains pays en Afrique, d'ailleurs, il y a des coutumes, des cultures qui consistent à démolir la fonction de femme. Par exemple, la FGM, female genital mutilation, par exemple. Génétique, les mutilations génétiques. Non, génitale. Oui, c'est ça. Génitale. Oui, génital, oui, génital 4, par exemple. Oui, génital, oui. Oui, ben, l'excision, quoi, en fait. L'excision, oui. Voilà. En fait, moi qui milite également pour l'égalité homme-femme, pour le droit de la femme en France, je ne peux pas approuver ce qui se passe au niveau international dans certains pays en ce qui concerne les mutilations, les excisions. C'est régresser la femme, c'est l'abaisser, c'est sûr que pour moi, il faut aller vers une politique, une justice égalitaire, hein, entre hommes et femmes. Hein. Oui. Après, dans certains pays, il y a des dictatures, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Après, je pense que peut-être que c'est aux citoyens de manifester son désir de changement. Et moi, je suis complètement contre l'excision, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous connaissez sans doute, il y a 10 ans à peu près, il y avait un mouvement théâtral, de la culture théâtrale, qui s'agisse de cette FGM, female genital mutilation, mais qui s'intitule le Vagina Monologue. Vous connaissez ça? C'était un mouvement qui est originaire d'où? Originaire de l'Europe ou de l'US, États-Unis. Ah non, je ne connais pas. Monologue, c'est un théâtre. Oui, oui, oui. C'est un théâtre basé sur le Vagina Monologue. Ça se dit que Vagina raconte quelque chose de soi-même. Oui, oui. Alors c'est le mouvement contre le FGM. D'accord, oui. D'accord. Non, je connais pas. Ça existe encore. Oui, oui. Ça existe encore. C'était il y a combien, 10 ans? Il y a 15 ans, il y a 10 ans. Je peux rien vous dire contre ce moment parce que là je ne connais pas. Ah oui. Alors, je répète un peu, mais la question recommandée par le Khoury, c'est votre vision sur l'islam, concernant les femmes, le statut de femme. Qu'est-ce que vous résumez Là, vous me parlez de... Un petit peu vague, mais oui, gros, parce que c'est... par exemple, les vêtements. Oui, parce qu'après, ça dépend les États. Vous avez l'islam radical, l'islam tolérant. Bon, mais concernant les femmes, le statut des femmes. Moi qui prône donc une société libérée où la femme est l'égale de l'homme, je peux bien sûr je n'approuve pas ni la niqab, ni la burqa, ni le burkini. Voilà. Maintenant,
dans la tolérance, on peut accepter le foulard sur les cheveux. Fleur. Le foulard. Mais Le fleur, je pense ça que dans la accepté. sphère publique, il ne doit pas y avoir de signes religieux. La religion, chacun la pratique chez soi. Ça évite les conflits, ça évite... c'est pareil en France, hein, moi c'est ma vision, voilà. Parce qu'aujourd'hui on fait des amalgames. Donc pour éviter les conflits, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de signes religieux dans la sphère publique. Il n'y aura pas de signe. De signes religieux, c'est-à-dire burqa, niqab, des signes religieux qui concernent la femme. Là je parle également de la femme. Au second tour présidentiel, qui avez-vous voté, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Vous n'avez pas voté. Oui. Alors, j'ai voté au premier tour de l'élection présidentielle et au deuxième tour, j'ai voté le vote de contestation, le vote blanc, pour la simple et bonne raison que je n'adhère pas au personnage d'Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire que je suis contre toutes ces mesures, non. C'est simplement le personnage en lui-même et certaines de ces mesures. Mais bon. Et je ne suis pas non plus en accord avec le programme de Marine Le Pen. Donc comme je n'étais ni pour un, ni pour l'un, ni pour l'autre, j'ai préféré choisir le vote de contestation. Et c'est ce que... Bon, après, je ne suis pas pour donner ma voix à quelqu'un dont je n'ai pas de conviction. Le Front National est plus populaire qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez au Front National? Je pense que le Front National a gagné des pourcentages, des adhérents des pourcentages, parce que justement le Parti Socialiste avant, et déjà même au temps de Nicolas Sarkozy, ça a commencé, je pense qu'ils n'ont pas su écouter le citoyen, ils n'ont pas su répondre aux besoins, à l'attente du citoyen. Et les gens avaient besoin de se tourner vers quelqu'un qui pouvait peut-être les écouter. Après, Marine Le Pen a été également choisie comme vote de contestation aussi, hein, pas que comme vote d'adhésion. Mais je pense que également le problème du terrorisme, le problème de l'islam en France, de l'islamisation de la France, je pense que ce flux migratoire aussi a augmenté l'inquiétude des Français et a fait que le français a fait que ça soit une des mesures, enfin, que cette mesure-là soit également une qui oriente une certaine partie de la population vers le FN, alors le Front National. Plus les résultats également d'une politique intérieure, etc. Bon, je pense que les gens se sont tournés, enfin certaines personnes se sont tournées vers le FN parce qu'il y a eu plusieurs éléments, mais notamment les éléments déclencheurs sont beaucoup l'immigration, hein, etc. Mais et le terrorisme qui ont fait que le FN a eu des suffrages de plus en plus importants depuis quelques années. Hein. Qu'est-ce que vous pensez au président Macron? Vous êtes plutôt favorable ou défavorable? Je ne suis pas favorable à... Enfin, bon, Macron, le mouvement En Marche, représenté par Emmanuel Macron, a voulu représenter une politique ni gauche ni droite, hein, afin de ramasser en masse, hein, de prendre en masse une population qui ne savait plus trop où elle allait. Il a voulu avoir sa majorité présidentielle. Je pense que ce n'est pas bon dans une démocratie que le président ait une majorité complète, hein, à l'Assemblée. Je n'adhère pas au programme complet d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord sur quelques mesures, je ne dis pas que je suis en désaccord sur tout, je suis d'accord avec quelques mesures, mais
voilà, mais pas surtout. Et je n'adhère pas vraiment à sa façon de procéder, qui est un peu monarcale. Voilà. 慰安年付のために小中学校あるいは高等学校でどういう教育が必要だと思いますか？ Ah, ok. Vous avez parlé tout à l'heure la politique de bien-être. Alors, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous pensez pour faire cette politique à l'école, surtout à l'école, l'école primaire, l'école lycée, le collège. Oui. Qu'est-ce qui doit être renseigné? Ben écoutez, moi dans mon programme, j'avais sensibilisé donc les enfants de l'école primaire au respect entre les sexes, hein, également, entre garçons et filles, le respect. Donc il faut bien sûr instaurer à nouveau des cours civiques beaucoup plus approfondis. Sensibiliser également les enfants dès le plus jeune âge à l'environnement, le respect de l'environnement, de la faune, de la flore, du bien-être animal, tout ça c'est à mettre en pratique, à instaurer dès le plus jeune âge. Hein. Donc après, disons que... On va laisser passer tout le bruit là. Alors ça c'était dans mon programme, donc c'était l'environnement, le bien-être animal, le respect entre les garçons et les filles, j'avais pas un programme spécifique sur l'instauration du bien-être. Hein. C'était en fonction, c'était l'environnement, le bien-être animal, la laïcité, le respect homme-femme. À cette prolongation, l'éducation de sexe, est-ce que ça pourra être efficace pour les adultes? Excusez-moi. Est-ce que ça pourrait être efficace pour les adultes? Vous parlez du programme, que je viens de dire là par rapport à l'environnement. Ce que vous avez mentionné au terme de bien-être. Oui. Alors est-ce que c'est efficace pour les adultes? Je pense qu'un enfant est beaucoup plus réceptif et beaucoup plus sensible. Ah oui, d'accord. Plus il est jeune, plus il est réceptif. Une éducation se fait... il y a des bruits là. On va laisser passer parce que... C'est un endroit où il y a du mouvement. Hein. Je pense que l'éducation se fait à partir du jeune âge. Hein. Il est tout seul. Il est tout seul. Il doit y avoir son maître pas loin. Il a un collier avec un nom. Oui, voilà. Donc l'éducation doit se faire le plus tôt possible afin que la personne... Parce qu'en fait, on éduque un enfant, on l'éduque et en fonction de son éducation, il sera de telle ou telle façon à l'âge adulte. Voilà. Après, éduquer un adulte, c'est toujours possible. Hein. Mais là encore, ça dépend de son ouverture d'esprit, mais après ça va par des campagnes de sensibilisation médiatique, voilà, et c'est du long terme. どのような性教育が必要だと思いますか？子どもたちにセックスをどのように教えたらいいですか？ En ce qui concerne directement le sexe, alors qu'est-ce que vous pensez on doit éduquer les enfants et les adolescents concrètement sur la sexualité? Sexualité, oui. Oui, des cours de sexualité, oui bien sûr, je pense aussi qu'il faut les amener à la sexualité, enfin je veux dire c'est des cours de sexualité, leur apprendre, oui tout à fait, oui je pense qu'il faut également un programme là-dessus. Hein. Oui. Bah pour nous ça c'était un peu plutôt un problème parce qu'on est en pays d'Asie, Japon. Oui.
la partie des femmes féministes ou alors de sexisme. C'est tabou, tout ça c'est tabou. Ça n'est pas bien-être, ça n'est pas bien-être poli. Donc on a la confusion, plutôt les adultes, qui a des confusions de éducation de sexualité. Alors que dans certains pays dont établit déjà les parties de plaisir comme la vôtre, c'est bien, mais pour nous c'est un peu... donc on n'a pas connaissance, on ne sait pas comment s'approche à cette politique de diffuser la meilleure attitude autant que la sexualité. Oui, mais moi je pense que pour l'épanouissement, enfin à l'âge adulte, il est important d'avoir un minimum d'éducation dès le plus jeune âge sur la sexualité, sur la différence entre un homme et une femme, sur le respect. Tout ça, on peut le rentrer dans un même programme, sur le développement de la confiance en soi. Tout ça, c'est... Voilà, après... Et en plus de faible natalité. En plus de faible natalité, la société vieillisse. Oui. Le double obstacle qui existe. Et puis on considère qu'au Japon, on ne fait pas de sexe. Mais en réalité, on fait beaucoup, oui, mais voilà, c'est double caché. Oui, parce que c'est une société puritaine, enfin c'est une politique qui a instauré des tabous, une politique intérieure qui a instauré des tabous, donc les gens, voilà, ils n'osent pas trop en parler, mais bon, après, il pourrait y avoir un relais au niveau médiatique, une campagne au niveau des médias qui pourrait aider les gens. La question suggérée par lui, c'est qu'est-ce que vous pensez d'avoir pour les hommes plutôt, qu'est-ce que vous pensez qu'un homme ait des plusieurs femmes, polygamie? Un homme, il a plusieurs femmes. Plusieurs femmes, polygamie. On va laisser passer. Comment vous pensez là? Oui, c'est un peu... Ça fait le troisième qui passe. Oui. Personnellement... Ok. Oui, c'est passé là. Personnellement, je suis tolérante, mais je ne suis pas pour la polygamie. Je pense que ce n'est pas bien et je ne suis pas pour la polygamie. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas bien? Monogamie, c'est un principe. C'est le principe. Il va y avoir un mouvement là, je ne sais pas ce qui se passe là. Oh là là. Ah oui. Oui, vous disiez votre ami. Hein? Votre ami, vous m'avez dit, je n'ai pas compris. Non, c'est un... Pourquoi vous êtes contre la polygamie? Vous êtes monogamiste. Le principe de monogamie, c'est l'être humain ou de civilisation, la base de civilisation. Comment? Là, non, parce que polygamie, vous me parlez d'un homme qui a plusieurs femmes. Oui. C'est bien ça. Oui. Je trouve que c'est d'abord sexisme. C'est d'abord sexisme. Sexisme, alors. Et ça, je ne peux pas approuver. Ça rejoint mon côté féministe. Ah oui, d'accord. Polyamorie. Polyamorie, vous connaissez le mot, polyamorie? Alors, polyamorie, c'est... C'est amour entre plusieurs personnes. Ah, personne. C'est pas forcément ça c'est différent. Moi je parle de officiellement avoir plusieurs femmes. Voilà, c'est la polygamie. Ça je suis contre. Par contre, après qu'un homme ait des plein d'aventures, je suis pour. Ou une femme. Ça c'est sa liberté sexuelle. D'accord. Mais dans l'engagement... par exemple, ici en France, c'est interdit la polygamie. Oui. Voilà. Maintenant, en dehors, il y a des États, enfin, il y a des pays dans le monde où c'est autorisé la polygamie.
Mais je vous dis que ça va pas dans le sens de l'égalité homme-femme. L'égalité donc là. Voilà, c'est sexiste. La question très marrant à parler, d'abord voilà, en général dans le monde politique, les politiciens, les hommes politiciens et plusieurs femmes ou de maîtresses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez là, cette culture des hommes un peu traditionnelle, mais comme vous avez exprimé le côté sexisme. Je pense que du moment... Alors, un homme, il peut avoir des aventures, des relations avec plusieurs femmes, ça ne cause pas de problème, dans la mesure où c'est fait dans le respect. Le respect et dans l'envie de chaque personne, respectivement. Voilà. Donc à ce moment-là, ça fait partie de la vie privée. Chacun est d'accord, donc il n'y a rien à en dire. Ça fait partie de la vie privée. Un homme, il peut avoir pour moi, ou une femme, autant d'hommes ou autant de femmes qu'il le souhaitent. Cette partie d'une ouverture d'esprit, du moment justement où il y a le respect. Par exemple, dans le cas de comment s'appelle la politicienne qui était jusqu'à destin direct, Dominique Strauss-Kahn, oui, comment vous avez réalisé à l'époque? Dominique Strauss-Kahn, il a une réputation, pas une très bonne réputation, il est un peu sexiste. Il a la réputation de ne pas être respectueux envers les femmes. Envers les femmes. Cette réputation-là, il l'a depuis longtemps. C'est un homme à femme et ça, on ne lui reproche pas. Je pense que c'est le non-respect qu'on lui reproche. C'est une dernière question. Donnez-nous un message aux téléspectateurs japonais, s'il vous plaît. Un message sur quel thème? Bien-être. La politique de bien-être que vous avez amené depuis. Oui, mais juste une parenthèse, c'est que... C'est un téléspectateur japonais. Japonaise. Oui. Qui ne connaît pas la politique de bien-être ou la politique en France. Oui. Non, c'est juste le message, je ne sais pas trop comment l'amener parce que ici, il s'applique, ici on milite pour ça ou alors on a des mesures, voilà, mais bon, après chez vous, je ne sais pas trop comment ça se passe, donc... Debout les Japonais, debout, bien-être. Non, mais parce que justement, après ça dépend de la politique intérieure du Japon et jusqu'où c'est autorisé, jusqu'où ce n'est pas autorisé. Voilà. Donc je pense que pour les Japonais et les Japonaises, je pense qu'elles doivent avoir une ouverture d'esprit, briser les tabous. Briser les tabous. Voilà, briser les tabous. Pour aller à plein épanouissement et puis aller vivre sa vie en se souciant plus de son bien-être, de sa qualité de vie et voilà, il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit et se dire j'ai envie de faire ça, je le fais et il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre et des dires de l'autre. Ok, merci beaucoup. C'est génial. Oui.